Alors, bonsoir à tous et toutes. Mon nom est Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement dans le district de Saint-Paul-et-Mars, Henri-Ouest, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, bien sûr. Je préside également le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Alors, c'est à ce titre que je préside la séance de ce soir du comité d'études des demandes de démolition de ce lundi 31 janvier, 18h35. Alors, j'aurais besoin tout d'abord, en fait, je vais procéder aux présentations des gens qui m'accompagnent ce soir. Donc, à la division de l'urbanisme, la chef de division, Mme Julie Nadon, est présente, ainsi que le conseiller en aménagement, Bassim Kaziawad, qui fera la présentation du dossier ce soir. Parmi les membres du CCU qui m'accompagnent ce soir, nous avons donc M. Ziad Haddad, M. Jonathan Chat, Mme Lena Bouchinger, Mme Anna Rocky, M. Daniel-Joseph Chapdelaine et Mme Myriam Joannette. Nous avons deux invités ce soir, les requérants au dossier, alors M. Frédéric Lisotte et M. Jean-Claude Rivard, de la firme Geniex ou votre partenaire, M. Lisotte? Jean-Claude Rivard est mon associé, là, et propriétaire de la rue Robert-Val. Et on a également Gabriel Fortier-Roberge de la firme Geniex qui est au dossier. Exact. Merci beaucoup. Alors, avant de débuter, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour que tout le monde a reçu ce soir, fait par M. Haddad, appuyé par M. Chapdelaine. Merci beaucoup. Donc, ce sera à M. Kaziawad de nous faire la présentation du dossier et nous procéderons par la suite aux questions des membres du comité et éventuellement de nos invités s'il y en avait également. Oui, juste avant d'avancer, je vais également mentionner que puisqu'on est en télétravail, nous tous, on est en formule de consultation écrite pour pouvoir se prononcer sur les demandes de démolition. Et l'avis public a été émis le 13 janvier dernier à cet effet et le public avait jusqu'au 28 janvier pour soumettre questions ou signifier une opposition à la demande. Et puis, on fera état des réponses, des résultats de la consultation un peu plus tard. Alors, M. Kaziawad, à vous la parole. Merci, Mme Sigouin. On voit bien la présentation, c'est parfait. Ah, bon. Alors, donc, il s'agit de la demande de démolition du bâtiment situé au 1740 de la rue Roberval. C'est le bâtiment que vous voyez ici, là, dans son contexte, dans sa cour. Il aurait été construit entre 1893 et 1894 et agrandi par la suite entre 1940 et 1955. Je parlais de celui-ci, c'est le bâtiment résidentiel principal, tandis que les garages que vous voyez au fond, eux, ils ont été construits en 1987. Alors, le bâtiment se situe entre les rues de Roverbal et Lorando. Comme vous le voyez ici, l'adresse principale qui est sur la rue de Roberval, mais la façade qui donne sur la rue Roberval, on a l'impression que c'est une façade secondaire, puisque la façade principale, elle, donne sur la cour intérieure. Alors, en ce qui concerne le cheminement de ce dossier et les échéanciers qui viennent avec, donc le dépôt de cette demande de permis de démolition a été fait le 22 juin 2021. Le 22 novembre 2021, cette demande a été présentée au CCU, au Comité consultatif d'urbanisme, pour un avis préliminaire, pour une étude préalable. Par la suite, il y a un avis public qui a été affiché dans le journal et aussi sur le bâtiment concerné. Ça a été fait le 13 janvier 2022. On pouvait aller jusqu'au 28 janvier en ce qui concerne les oppositions à la démolition. Et aujourd'hui, 31 janvier, donc il y a la tenue de la séance publique d'étude de la demande de démolition. Et au terme de ma présentation,
il y aura la décision motivée de la part du comité d'étude des demandes de démolition. La loi permet 30 jours qui permettent à tout intéressé d'interjeter appel à la décision qui va être signifiée par le comité. Donc, ça va aller jusqu'au 2 mars 2022. Après ce délai du 2 mars 2022, s'il n'y a pas appel, il y aura émission du permis de démolition et l'étude du projet en vertu du règlement sur les PIA. Alors, la localisation du bâtiment par rapport aux aires de paysage et aux unités de paysage. Donc, on est dans l'unité 3.2 rue de Roberval, que vous voyez ici sur la carte. C'est une unité qui est parallèle à celle de la rue, de l'avenue de l'église. On peut la voir un peu plus dans le détail ici. Donc, ici, on voit la rue Roberval et la rue Laurando. En fait, c'est la fin de la rue Laurando. Et on le voit ici, le contexte. Donc, on est au nord, on a l'autoroute 15. À gauche, on a le tunnel Saint-Rémy. Donc, il y a une sorte un contexte d'autoroute et de tunnel. Et ces deux éléments-là, l'autoroute et le tunnel, ont passablement modifié la configuration ou l'intégrité, si vous voulez, du secteur depuis 1950. Alors, pour voir un peu les dimensions du lot, donc on a ici le lot, c'est 19 mètres par 25 mètres de profond. On a le bâtiment résidentiel que vous voyez ici, qui est contigu au bâtiment qui est à droite. On a le garage là, que vous voyez au fond, et puis une petite remise là, qui se situe entre les deux. Le certificat de localisation, c'est un peu ce qu'on voyait précédemment. Donc, le bâtiment principal, le garage recouvert en aluminium et la remise. On voit ici en tireté la limite, si vous voulez, cette partie qui a été ajoutée successivement. Sur une photo, aérienne, on voit ici le chantier, là, le chantier de l'autoroute 15 qui en fait a été beaucoup modifié et qui va, on va le voir sur les photos, donc cette partie-là a été rabaissée, cette partie d'autoroute qui fait face à la rue de Roberval. On voit ici le tunnel Saint-Rémy aussi. Alors, cette unité de paysage 3.2 que je disais précédemment était passablement modifiée par toutes les infrastructures et elle a été très, si vous voulez, elle a perdu son intégrité. Et par rapport aux composantes et caractéristiques patrimoniales, on dit qu'il y a peu de caractère patrimonial en raison de la destruction d'une partie de son tissu urbain lors de la construction de l'autoroute 15. On peut ajouter aussi le tunnel Saint-Rémy. Et par rapport aux orientations de mise en valeur du patrimoine, on dit qu'il y a une faible valeur patrimoniale dans ce cadre bâti. Et il n'y a aucune orientation de mise en valeur particulière. Il faut ajouter aussi que c'est l'ancien village Saint-Paul, hein, où se situe ce bâtiment. Alors, on voudrait qu'il y ait l'amélioration de la qualité du cadre bâti en termes de reconnexion à la trame urbaine avec les secteurs adjacents. Il y a des typologies principales, mais il n'y a aucune typologie secondaire. Alors voilà une photo qui a été prise avant qu'il y ait la démolition de cette partie en béton là, de l'autoroute surélevée. Alors, en ce qui concerne les critères d'évaluation d'une demande de démolition, vous les avez ici. Donc, c'est l'état de l'immeuble, la valeur patrimoniale de cet immeuble,
la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique et de la qualité de vie du voisinage. Éventuellement, s'il y a des locataires, le préjudice qui est porté à ces locataires et la possibilité de les reloger. Les besoins de logement dans les environs et la possibilité de reloger ces locataires, le coût de la restauration, le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé une fois qu'il y a la démolition, il y a un projet de remplacement et tout autre critère pertinent. Alors, les documents soumis lors de la demande de ce permis de démolition, il y en a eu 3. Donc, l'étude patrimoniale fournie en février 2021 par Madame Suzanne Bronson, qui est consultante en conservation et en aménagement. Elle est là aujourd'hui parmi nous. Le rapport d'expertise de janvier 2021 de Geniex, qui est une firme d'ingénierie et de construction, et finalement le projet de remplacement qui consiste à la construction de 3 bâtiments, de 3 logements sur 3 étages. Donc, ça nécessitera une subdivision du lot. Alors, c'est l'architecte Maurice Martel qui en est l'auteur. Alors, l'étude patrimoniale, donc l'étude patrimoniale se divise en deux grands éléments, deux grandes grandes parties. C'est une étude patrimoniale qui est importante. Il y a beaucoup de détails, etc. Je n'irai pas je n'irai pas sur toute l'étude patrimoniale. Je vais en faire les principaux éléments, je vais en proposer les principaux éléments. Mais Madame Bronson est là, si vous avez des questions, par la suite, elle pourra répondre à d'éventuelles questions aussi. Donc, la partie A qui est la recherche documentaire préalable, la partie A qui contient l'identification du lieu, la chronologie du lieu et de son contexte, l'évolution du lieu et de son contexte, l'analyse architecturale et paysagère du lieu, l'analyse du contexte du lieu, et la partie B qui est le résumé de l'intérêt patrimonial du lieu. Donc, il y aura les valeurs par rapport à son historicité et son intérêt social, l'intérêt architectural et esthétique, et l'intérêt paysager et contextuel. Alors, pour l'identification du lieu, ici, vous avez toutes les parties là, qui ont été développées, mais beaucoup plus développées que ces titres-là que je montre ici à gauche. Voilà le bâtiment à droite tel qu'il se présente maintenant, où il y a maximum une année. Le bâtiment, là, on voit la partie du bâtiment d'origine et la partie et l'extension. Quand on se situe, quand on est dans la cour et on regarde vers l'autoroute, c'est ce qu'on voit. Le garage, là, qui est en fond, la petite remise et aussi une photo quand on est dans la cour et qu'on voit vers la remise. Le statut patrimonial du site à l'étude, donc ce site ne fait pas partie d'un secteur à valeur quelconque, ni exceptionnelle ni intéressante, ou d'un ensemble urbain d'intérêt, mais à proximité, il y a bien entendu des sites connus comme le canal de la Chine ou certains bâtiments qui sont sur le long de l'église ou même sur Saint-Patrick. Aucun statut patrimonial municipal, provincial ou fédéral. Pour ce qui est de l'intérêt archéologique, donc il n'y a pas, vous voyez ici la situation du bâtiment, et ici en gris, toutes les teintes de gris, vous avez les secteurs d'intérêt archéologique à potentiel ou à fort potentiel. Donc on se situe à l'extérieur, mais proche de tous les secteurs à fort potentiel qui longent le canal de la Chine, par exemple. Alors,
Le bâtiment se situe à l'intérieur du territoire de planification du plan de développement urbain, économique et social qu'on appelle PEDUS. Alors, on le voit ici. Et le PEDUS, le territoire du PEDUS, c'est ce que vous voyez encadré en mauve. Alors, on va vers les chronologies. Là, ça aussi, je l'ai fait très rapidement et les principaux éléments. On se situe ici en 1879 et encadré en rouge, vous avez la situation du bâtiment actuellement. En 1879, il n'y a pas de bâtiment, mais il y a le lotissement par contre. Il y a le lotissement. L'avenue de l'église s'appelait chemin de Côte-Saint-Paul. Rue de Roberval s'appelait avenue de Maisonneuve, par exemple. Lorando, c'est Archibald. Et Cabot, ça s'appelait Dufferin. Donc, ça change. Hein. Et puis, les noms ont changé aux environs de 1949. Alors, on passe après en 1907. 1907, on voit déjà le bâtiment. Il a sa configuration. On le voit ici en grand. Il y a quelques remises ou constructions secondaires à l'intérieur, mais le bâtiment est là. C'est un bâtiment qui est fait en bois, là, comme vous le voyez. Et en 1907, la configuration n'a pratiquement pas changé. On voit ici la gare de triage vers le nord et Archibald, qui est Lorando, elle continuait, étant donné qu'il n'y avait pas de tunnel à l'époque. Ici, on se situe en 1940. 1940, c'est pratiquement la même situation, pas beaucoup de modifications. À partir de 1950, par contre, à droite, comme vous le voyez ici, on voit le tunnel qui passe au-dessous du canal, mais il n'y a pas encore l'autoroute. Il n'y a pas l'autoroute, il y a déjà le tunnel. Et ici, en 1940, toujours la gare de triage est encore là, c'est une gare, et vous voyez ici le tunnel à gauche. Par contre, ici, on a Roberval et Lorando, ils prennent les noms que l'on connaît maintenant. En 1965, vous avez une vue aérienne où on voit la construction de l'autoroute surélevée, là que vous voyez ici en C. Voilà un peu la situation telle qu'elle se présente maintenant. On l'a déjà vu. Alors, la partie d'origine 1893 que vous voyez ici est agrandie avant 1907. Elle a été agrandie avant 1907 et l'extension a été construite entre 1940 et 1955. Vous le voyez, c'est un agrandissement qui sert actuellement de cuisine. Là, on voit en 1907, le bâtiment n'est pas encore agrandi. Quand on le voit ici à droite, en 1940 à gauche et en 1955 à droite, on voit ici l'agrandissement, mais toujours en bois. Toujours les vues importantes du bâtiment. Ce qu'il faut noter aussi, c'est le revêtement. Quand on le voit par rapport à 2019, vous voyez le revêtement ici qui donne sur revêtement métallique qui donne sur Roberval. C'est de la tôle métallique, mais qui est complètement rouillée. En 2019, elle a été remplacée et le bâtiment a été vendu en 2020. Toujours d'autres photos. Ici, on a la cour arrière, celle qui donne sur la cuisine et la partie ajoutée. À l'intérieur, dans l'étude patrimoniale, on dit que
il est très bien entretenu, l'intérieur, jusqu'en enfin, la période où l'étude patrimoniale a été faite. Donc, c'est un petit bâtiment unifamilial qui compte 2 chambres. Il n'y a pas de problème important dans l'intégrité où on ne voit pas de gros problèmes. Par contre, quand on va vers le vide sanitaire, vous allez voir que il y a de grosses problématiques. Alors encore l'intérieur, ici on voit la salle de bain, là, puis une chambre à coucher. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que sur le revêtement extérieur, qui est un revêtement en métallique, il y a deux types de revêtements. Donc, il y a 2 extrusions différentes qui ont été utilisées, même si c'est la même couleur. L'analyse du contexte du lieu, actuellement, voilà comment ça se présente, avec tous les aménagements qui ont été faits aussi, l'aménagement des trottoirs, là, comme vous le voyez, le trottoir qui longe l'autoroute et les aménagements paysagers qui sont en attente là, de plantation, etc. Le résumé de l'intérêt patrimonial du lieu, donc l'intérêt historique d'abord, donc c'est lié à son association à la transformation des grandes fermes de Côte-Saint-Paul, notamment celle de la famille Hadley en quartier urbain. Donc, ce que vous avez dû lire dans l'étude patrimoniale, c'est que toute cette zone-là appartenait à la famille Hadley. Son intérêt historique aussi est lié à son rôle comme témoin de la résilience résidentielle face à une succession de projets majeurs d'infrastructures urbaines à très grande proximité. On l'a vu à côté du tunnel et à côté de l'autoroute. Et puis, il y a une certaine forme de résilience, de résistance par rapport à tous ces chamboulements. Aussi, sa possible association à une intention d'optimiser le lot de coins qui n'a pas été réalisé jusqu'à ce jour. Donc, vu la typologie du bâtiment, vu aussi son orientation, on a tout lieu de croire de penser plutôt que il devait y avoir à court ou à moyen ou à long terme un projet là, de densification de ce lot qui n'a jamais été réalisé jusqu'à présent. Puis l'intérêt architectural et esthétique, donc c'est son rôle comme rare témoin dans l'arrondissement du Sud-Ouest d'une maison boomtown des années 1890, mais sans intégrité architecturale, c'est-à-dire sans qualité architecturale significative. Ce qui est important aussi de dire, et je ne l'ai pas dit au début, c'est que c'est une zone à 2 étages minimum, ce secteur-là. Par contre, ce bâtiment est de 1 étage seulement. Puis finalement, l'intérêt paysager et contextuel, donc c'est relié aux proportions et à l'emplacement du site à l'étude et son potentiel de développement. Le rapport d'expertise qui va viser l'état des fondations et de la structure. Donc, vous voyez ici la table des matières. Il y a quelques photos, il y a une photo de l'extérieur, mais tout de suite, on va vers l'intérieur où on voit déjà l'état de la poutre centrale et aussi le fait qu'on se rend compte que ce sous-sol a été creusé et que les fondations que vous voyez ici, elles sont actuellement sur de la terre. Donc, il n'y a pas eu d'empattement, il n'y a pas eu de prolongement, comme vous le voyez ici, de la fondation. Et ça a entraîné ce que ici l'ingénieur a appelé problème majeur, c'est-à-dire dans le coin arrière du vide sanitaire, on observe un affaissement majeur de la fondation, vous voyez ici, étant donné que vous voyez ici la partie de terre qui se désagrège et bien entendu la fondation qui n'a plus d'appui finit à un certain moment par céder.
Alors, devant ce problème de structure, et aussi l'état de la poutre principale qui est pourrie et qui a nécessité l'installation d'appuis temporaires, mais qui n'ont pas d'empattement non plus. C'est pas il n'y a pas d'empattement sur ces appuis, mais la poutre est dans un très mauvais état. On voit ici vous voyez ici certains éléments de la structure là qui ne sont plus stables. Ici, la photo 9, par exemple, où on voit que la poutre, voilà, donc, un simple coup de marteau dans la poutre s'enfonce au cœur de celle-ci, ce qui démontre son piètre état, comme vous le voyez ici. Alors, elles sont ici, là, comme je disais, il n'y a pas d'empattement. Elles sont appuyées sur des dalles de béton, mais les dalles de béton, il n'y a pas un empattement particulier. Elles sont posées à même la terre qui, elle, en même temps qu'elle cède, en même temps qu'elle s'affaisse, eh bien, elle va entraîner la déformation. Et ensuite, ici, il y a quelques petits problèmes là de fissures qui sont entraînés aussi par la déformation de cette poutre. Et on observe que les solives de plancher sont encastrées dans les murs de fondation. L'analyse et la recommandation de l'ingénieur. Alors, fondation de béton est en très mauvais état, causée par les vis de construction. Tout d'abord, les fondations ont une profondeur de seulement 2 pieds dans le sol, ce qui fait en sorte qu'elles ne sont pas à l'abri du gel. Les fissures causées par le gonflement du sol sont observables dans les murs. Il n'y a pas de semelle, comme on l'a déjà dit. Et la capacité portante du sol est trop faible pour prendre en charge le bâtiment. Important affaissement d'une section du mur arrière. Finalement, une excavation d'environ 3 pieds plus profond que les murs de fondation a été réalisée dans le vide sanitaire sans travaux de sous-œuvre. Ça, on l'a vu. Il apparaît évident qu'aucune charge ne peut être ajoutée sur ce type de mur. Selon nous, les fondations devraient être entièrement remplacées car son état est précaire et la stabilité du bâtiment est en jeu. Donc, on a lieu de croire qu'on ne pourrait pas, vu l'état actuel de cette structure, ajouter un étage, par exemple, à ce bâtiment. En ce qui concerne la charpente de plancher et du toit, la structure du plancher est, tout comme la fondation, en très mauvais état. Elle est composée de solives encastrées dans les murs de fondation, venant s'appuyer sur 2 poutres maîtresses. Ces 2 poutres sont détériorées avec le temps et possèdent des sections entièrement pourries. Des renforts tels que des jack-posts et des renforts de banc ont été installés sous les poutres, mais on remarque tout de même des affaissements importants de la structure. De plus, les dimensions des poutres est sous-dimensionnée selon nos calculs. Une reconstruction complète de la structure du plancher est donc nécessaire. Pour ce qui est de la toiture, il n'a pas été possible d'inspecter la charpente. Alors, il y a la conclusion de ce rapport. Les travaux de réfection devraient viser à étayer et démolir les fondations existantes, reconstruire les semelles et les murs de fondation, reconstruire complètement la structure de plancher et remettre en norme toute la charpente en général qui est sous-dimensionnée. Alors, état critique, plus que 50% de la fondation est déchaussée et la structure de plancher s'appuie sur des composantes en piètre d'état. Alors là, on va aller dans la conclusion, donc la conclusion de la firme d'ingénieurs qui est d'avis que la démolition complète et la reconstruction est l'avenue la plus cohérente et sécuritaire pour mener à terme un projet de qualité. Finalement, le projet ou le programme préliminaire de réutilisation du sol, alors il s'agit de la construction de 3 bâtiments résidentiels
de 3 logements chacun. Donc, ça nécessitera une subdivision cadastrale. De cette manière, donc voilà, vous avez ici, par rapport aux paramètres du secteur, on est dans du H1-3 pour une hauteur de bâtiment de 2 étages minimum, 3 étages maximum. On peut aller dans le secteur à 11 mètres et l'implantation, on peut aller à un maximum de 50%. Le programme, lui, il propose 3 logements oui, 3 bâtiments, 3 logements multipliés par 3, c'est-à-dire on a 3 lots de 3 logements, donc on est toujours du H1-3, c'est-à-dire 3 logements au maximum. Et la hauteur, c'est 3 étages, donc conforme. La hauteur du bâtiment en mètres, c'est 10,80 mètres, ça reste conforme versus 11 mètres. Et l'implantation maximale, on est à 49,6 versus 59%. Donc, on peut dire que le programme tel qu'il est proposé aujourd'hui pour l'étude de démolition est conforme à la réglementation. Alors, quelques plans ici, on voit en plan les 3 bâtiments. On a Roberval, Lorando en bas et la subdivision. Une axonométrie, là où on voit un peu mieux la volumétrie. Et quand on se situe à l'arrière, sur Lorando, voilà ce qu'on pourrait voir. Et ceci complète ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Basile, M. Kaziawal. Donc, présentation très complète, puis je tiens à souligner le travail assez exemplaire au niveau de l'analyse patrimoniale. Et puis, j'avais omis de saluer, de nommer Mme Bronson tout à l'heure en introduction. Alors, j'en profite pour le faire à ce moment-ci parce que c'est vraiment un travail de grande qualité qu'on a entre les mains ce soir au niveau de l'étude patrimoniale. Merci aussi aux autres professionnels au dossier au niveau des études de structure, etc. Donc, pour ce qui est de la consultation écrite qui a eu lieu du 13 au 28 janvier dernier, il n'y a aucune opposition qui a été signifiée durant cette période. Alors, il n'y a pas de rapport à présenter comme tel. Je passerai maintenant, M. Kaziawal, si vous voulez retirer la présentation peut-être pour que je puisse bien voir les mains levées s'il y a des questions. Bon, comment on fait ça? Attendez. Sinon… OK, c'est bien. Alors… Non, par ici, oui. En regardant le nom des participants, je peux voir aussi s'il y a des mains levées. Alors, on peut laisser ça comme ça. Est-ce que tout apparaît très clair? On serait prêt à aller en délibération pour la décision ou il y aurait des questions à adresser à nos invités ou à M. Kaziawal? Madame Sigouin, j'aurais peut-être une question pour Bassim. Oui, allez-y. Oui, donc je voudrais juste savoir, Bassim, à la toute dernière, l'avant-dernière page de la présentation, on indique là, que le projet respecterait les règles du plan d'urbanisme. Je comprends que, oui, c'est ça, cette diapositive-là. Je comprends que le nombre de logements qui est autorisé, c'est par lot. Donc, le fait que le requérant vient diviser le nombre de lots, c'est pour ça que ça multiplie le nombre de possibilités. Est-ce que j'en fais la bonne lecture? Oui, vous avez bien saisi, oui, c'est ça. Merci. Sinon, ma deuxième question, ce serait peut-être pour M. Lizotte. Je voudrais peut-être être informé de la famille qui réside présentement là, s'il y en a toujours une. Non, il y a personne qui vit là. Nous, on a fait l'acquisition, les propriétaires, en fait, ont déménagé, ont acheté une maison sur la rive sud de Montréal. Donc, le bâtiment est présentement vacant. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions, Mme Sigouin.
Merci, Daniel Joseph. Donc, j'ai peut-être un petit fait cocasse tantôt, c'est parce que je ne sais pas si. Parce que M. Bassim a expliqué que le mur de côté avait été refait dernièrement. Puis j'ai eu l'explication là, de la famille qui résidait là. En fait, c'est la charrue l'hiver. Et étant donné que la maison est tellement proche du trottoir qu'il y avait tout arraché. Et c'est la ville là, qui ont dû reconstruire là, la façade de côté là, qui fait face à la rue. Là. On l'espère bien. C'était pas une situation souhaitable. Pour ma part, M. Lisotte, M. Rivard, j'aimerais avoir vos réactions par rapport à l'étude patrimoniale qui a été réalisée sur ce bâtiment-là. On comprend que, et Mme Brunson en fait état, là, que l'intégrité architecturale de ce bâtiment-là n'a pas été conservée avec le temps, mais quand même, on est en présence d'un bâtiment qui a été construit en 1893 et puis l'étude patrimoniale est très, très riche d'informations sur le bâtiment, son histoire, l'histoire du secteur. Comment vous réagissez à ça dans l'idée de construire sur ces lots-là? Ben, si je peux me permettre, moi, j'ai beaucoup aimé la lecture de ce rapport. D'ailleurs, j'en apprends beaucoup sur ma ville quand je lis ce type de rapport-là. Et je trouve ça vraiment intéressant. Au début, la première fois qu'on m'a demandé ce type de rapport-là, j'étais frustré. Je trouvais que c'était des dépenses supplémentaires, mais je me rends compte que j'aurais jamais suivi un cours comme ça qu'à lire un rapport comme ça. La famille Adley, j'en ai appris sur la famille Adley et tout. Et lorsque je me promène sur la rue, ben, de défaire le bâtiment, je pense que le bâtiment, il est mal orienté. Il est orienté vers... tous les autres bâtiments sur la rue Roberval sont orientés vers la rue Roberval. Ouais. Celui-là, il est comme mis de côté. On dirait qu'il n'y a pas rapport. Il n'y a pas sa place sur ça. Donc, c'est ce qui m'a intéressé dans le rapport en gros, mais c'est surtout l'histoire de la ville que je pensais connaître. Mais quand je lis un rapport comme ça, ben, je me rends compte que je ne connais pas Montréal. J'étais obligé d'admettre, j'ai le goût de m'inscrire à un cours. Tu sais. Vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant le travail que Mme Brunson a fait sur le site. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, Madame Brunson, dans l'étude que vous avez menée, est-ce qu'il y a une explication au fait que l'entrée était latérale plutôt que directement sur la rue Roberval? C'est une question que je me suis posée et je n'ai jamais trouvé la bonne réponse. Oui, hein? Vraiment, je pense que ça se peut que lorsqu'on démolit le bâtiment, on peut voir s'il y avait, par exemple, d'anciennes une ouvertures sur de Roberval à l'origine. Mais je pense que toute décision concernant ce bâtiment a été faite un peu à la pièce et c'était une question. En fait, la porte actuelle, la porte d'entrée actuelle ouvre dans la cuisine qui est au centre. C'est le salon qui est dans l'agrandissement vers le sud. Et donc, c'était une question de logique et d'usage ou d'un aménagement intérieur qui fonctionne. Donc, la cuisine était vraiment le cœur du bâtiment. Tout à fait. Merci beaucoup pour ça. Je ne sais pas, je pense... Oui, M. Lisotte, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose tout à l'heure? Non, je disais merci à Mme Brunson encore. Oui. Effectivement, on aime beaucoup lire les rapports qui sont faits sur l'historique des lieux et de la ville. En fait, je voulais aussi ajouter, pardonnez-moi, je voulais juste ajouter, dans les photos, j'ai vu que dans le passé, avant qu'ils replacent l'autoroute, je pense que l'autoroute passait quasiment au-dessus de la maison, ou presque. C'était comme... très proche, oui, très, très proche de la rue Roberval. C'était un secteur qui laissait à désirer énormément, mais avec le mur qui a été fait par la municipalité, l'intervention qui a été faite, je pense que les gens dans le coin apprécient. Puis au niveau du bruit, ça coupe le son, le mur de béton qu'ils ont fait, mais on est propriétaire de d'autres propriétés de l'autre côté, puis de l'autre côté, il y a des plaintes. C'est que depuis que ce mur-là a été fait, ben, le bruit il va de l'autre côté. Ah oui. Ouais. Oui. On en entend parler aussi, puis on sait qu'il y a
qu'il y a des relevés sonores qui sont faits à différents endroits là, le long du nouvel échangeur pour un peu essayer de monitorer, pardonnez l'anglicisme, là, les impacts du bruit avec la nouvelle structure. En lisant l'étude patrimoniale, je pensais à notre société d'histoire locale. Ça prendrait votre permission, évidemment, M. Lizotte, M. Rivard, mais si vous étiez d'accord qu'une copie de l'étude puisse être remise à la Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort, je pense que c'est un document qui vaudrait vraiment la peine d'être rendu public, accessible aux gens qui s'intéressent à l'histoire du quartier. Alors, moi, avec la permission de Mme Brownson, étant donné que c'est elle l'auteur de ce rapport, ça me ferait plaisir. Oui. Vous avez à l'autoriser comme requérant, mais si Mme Brownson est d'accord, je demanderai qu'une copie leur soit partagée. Oui, ça va nous faire plaisir. Absolument. De mon côté, je n'ai aucune objection. Je pense que tout ce qu'on peut faire pour sensibiliser les résidents locaux est avantageux. Excellent. Merci beaucoup. Donc, on vous demande de rester ici dans cette salle virtuelle là, du Zoom et nous, avec les membres, on va faire un huis clos, on va délibérer avec les informations qu'on a reçues ce soir et on vous revient avec une décision dans quelques minutes, peut-être une dizaine, quinzaine de minutes. Merci. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Alors, voici la lecture de la résolution qui entérine la décision que le comité a prise ce soir. Alors, pour le 1740 rue de Roberval, attendu qu'un avis public est paru dans le Journal de Montréal le 13 janvier 2022, qu'un avis public a été affiché sur l'immeuble visé et que le comité d'étude des demandes de permis de démolition a tenu une séance en visioconférence le 31 janvier 2022 à 18h30, offrant ainsi aux propriétaires et à toute autre partie intéressée l'opportunité d'être entendus. Attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 14 janvier au 28 janvier 2022, permettant à toute personne intéressée de se faire entendre, conformément aux arrêtés ministériels en vigueur. Attendu que le rapport de la consultation écrite a été transmis à l'ensemble des membres du comité d'étude des demandes de démolition, que le requérant a acquis les frais requis en vertu du règlement régissant la démolition d'immeubles de l'arrondissement et qu'il a rempli les conditions qui y sont édictées. Attendu que la demande d'étude de démolition a été évaluée en fonction des critères prévus par la réglementation sur les démolitions, soit principalement la valeur patrimoniale, l'état du bâtiment et l'utilisation projetée du sol dégagé. Attendu que les fondations et les éléments de structure du bâtiment doivent être en grande partie remplacés. Attendu que l'état du bâtiment requiert des travaux majeurs de rénovation impliquant le remplacement d'une majeure partie de ses composantes, ce qui serait considéré comme une démolition au sens du règlement. Attendu que malgré qu'il constitue un exemple de résilience résidentielle face à une succession de transformations urbaines majeures, le bâtiment ne possède pas une valeur patrimoniale significative. Attendu qu'aucune opposition écrite n'a été signifiée au secrétaire d'arrondissement dans les délais prescrits de la consultation écrite, il est résolu d'accorder le permis de démolition pour l'immeuble situé au 1740 rue de Roberval à la condition que soit soumis un plan de disposition et de traitement des matériaux détaillant les opérations de leur valorisation, qu'une demande de permis de construction conforme à la réglementation soit déposée à l'arrondissement pour la construction d'un nouveau bâtiment sur ce site et qu'une résolution soit approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par le conseil d'arrondissement avant l'émission du permis de démolition, et que les travaux de démolition soient terminés dans les 24 mois suivant la date de la prise d'effet de la décision du présent comité. Après l'expiration de ce délai, cette décision sera nulle et sans effet. En commentaire, le comité souhaite inviter le requérant à mettre à profit la position du lot situé à la jonction de 2 rues lors de la conception du projet de remplacement. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité ce soir. Comme vous le savez,
on a eu un aperçu, en fait, du projet de remplacement. Et oui, ce que vous avez présenté est conforme à la réglementation. Ensuite, il y aura l'étape du comité consultatif d'urbanisme au niveau de l'intégration architecturale. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on faisait le commentaire. Alors voilà, merci à tous pour votre collaboration sur ce dossier-là. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Oui, monsieur. Question, en fait, quand vous avez dit de conserver là, lors de la démolition, j'ai peut-être pas... Pouvez-vous préciser c'est quoi qu'on doit conserver quoi lors de la démolition? Dans les conditions, il n'y a rien qui doit être conservé comme tel. Là. Vous devez soumettre un plan de traitement des matériaux pour leur valorisation. Puis ensuite, il y a un permis de construction qui doit être émis. Donc, le projet doit passer par l'étape du CCU, là, puis recevoir un avis favorable, ensuite être autorisé par le conseil d'arrondissement. Ce qu'on disait en commentaire, c'est de prendre en compte le fait qu'on est sur un lot de coins de rue, avec une belle visibilité là, par rapport dans son environnement. Et d'en tenir compte possiblement là, dans la conception du projet de remplacement. Dans ce que vous avez vu, on était peut-être trop orienté nos façades vers Roberval. C'est ça que vous voulez dire par là? Ça serait quelque chose à prendre en compte, oui, peut-être de dynamiser davantage l'orientation des entrées, des balcons, comment ce bâtiment-là va dialoguer avec la rue, du fait qu'il est sur un coin de rue. Oui. Alors, oui. OK, on va en faire part à l'architecte. Puis l'autre chose aussi, c'est que je pense que l'implantation était de 50 %, la hauteur maximum 11 mètres. Ça, si on reste dans les règlements, on reste là-dedans. Mais je pense que sur le coin de rue, on va pouvoir aller plus grand que 50 %. On peut aller jusqu'à 60, je pense. On peut maximiser. Il y a effectivement un coefficient de 1,2 là, pour les terrains en coin pour les lots en coin. Mais c'est ça, dans l'analyse du CCU, la façon dont le projet s'intègre dans son environnement va être pris en compte aussi. Là. Donc, il y a toujours deux volets. Il y a le volet de conformité réglementaire, puis il y a le volet de l'intégration qui est analysé à travers les objectifs et critères du PIA. Puis les deux ont la même force. Alors, les deux sont pris en compte. Merci beaucoup pour cette séance. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Juste proposer la levée de la séance, oui, s'il vous plaît. La levée de la séance, un proposeur, Mme Rocky, appuyé de Mme Bouchinger. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde.